La pluie a commencé juste au moment où je me garais sur le parking. Pas une pluie douce, le genre qui tambourine doucement contre le pare-brise et vous fait sentir bien au chaud et en sécurité. C'était une pluie violente, battante, le genre qui tombe en nappe et transforme le monde en un flou de gris et de noir. Je ne voyais pas à plus de 3 mètres au-delà du capot de ma voiture. La route derrière moi avait disparu. La route devant moi n'existait pas. Il n'y avait que le parking, fissuré et envahi par les mauvaises herbes, et l'hôtel qui s'élevait au-dessus comme un fantôme de béton. L'enseigne à l'entrée clignotait dans la tempête, bourdonnant et crachotant. « The Palms Motel », disait-elle, bien qu'il n'y ait aucun palmier en vue. Rien que du béton nu, des parterres de fleurs vides et une unique lampe vacillante au-dessus de l'entrée. Le bâtiment avait 3 étages, carré et utilitaire. Le genre d'endroit qui avait été construit dans les années 1970 et jamais rénové. La peinture s'écaillait, les fenêtres étaient sombres. L'endroit tout entier dégageait l'impression d'avoir été oublié, abandonné, laissé derrière par tout le monde sauf ceux qui n'avaient pas d'autre choix. J'étais l'une de ces personnes ce soir, je conduisais depuis 14 heures. Mes yeux brûlaient, mon dos me faisait mal. Mes mains étaient crispées à force de serrer le volant, et mon cerveau avait l'impression d'être enveloppé dans du coton. J'avais prévu d'atteindre la prochaine ville, mais la tempête en avait décidé autrement. La pluie était arrivée de nulle part, martelant l'autoroute avec une telle férocité que je pouvais à peine garder la voiture sur la route. Quand j'ai vu l'enseigne clignotante du Palms Motel, je n'ai pas hésité. J'ai quitté l'autoroute et je me suis engagé sur le parking, reconnaissant du moindre abri contre la tempête. Le hall d'entrée était petit et faiblement éclairé. La moquette arborait un motif délavé de volutes et de fleurs, qui avait pu être à la mode 50 ans plus tôt. Les murs étaient lambrissés de bois sombre, le genre qui absorbe la lumière et fait paraître la pièce plus petite qu'elle n'est. Un ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de ma tête, ses pales légèrement bancales, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Le réceptionniste se tenait derrière le comptoir, parfaitement immobile, m'observant tandis que je m'approchais. C'était un homme âgé, peut-être 70 ans, avec de fins cheveux gris soigneusement coiffés sur un crâne tacheté. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque sans couleur, et il ne clignait pas assez souvent. Il portait une chemise blanche impeccable avec un nœud papillon noir, l'uniforme d'une époque révolue, parfaitement repassé et amidonné. « Bonsoir », dit-il. Sa voix était douce et sèche, comme des pages qu'on tourne dans un vieux livre. « Bienvenue aux Palms, que puis-je faire pour vous ? » « J'ai besoin d'une chambre, dis-je en posant mon sac sur la moquette usée. Juste pour la nuit, je serai parti demain matin, bien sûr. » Il se tourna vers le vieil ordinateur sur le bureau derrière lui, dont l'écran bourdonnait et vacillait. Ses doigts se déplacèrent sur le clavier avec une lenteur qui semblait délibérée, presque rituelle. « Votre nom, monsieur ? » « Marcus Webb. » Il le tapa. L'ordinateur émit un bip. Il s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus des touches. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Ses yeux pâles fixaient l'écran, et quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance. De la surprise. Et puis, rapidement, plus rien du tout. « Y a-t-il un problème ? » demandai-je. « Pas de problème, » dit-il. Mais sa voix avait changé. Elle était plus tendue maintenant. Sur ses gardes. « La chambre 312 sera prête pour vous. » Il se pencha sous le comptoir et en sortit une clé. Pas une carte magnétique, le rectangle en plastique que tout hôtel moderne utilisait. Une vraie clé, en laiton ancien, attachée à un porte-clés en forme de losange avec le numéro 312 gravé dessus. Le métal était froid et lourd dans ma main. « 3e étage, » dit-il. « L'ascenseur est au bout du couloir. Y a-t-il un autre moyen de monter ? » Des escaliers ? Les escaliers sont à l'extrémité et du bâtiment. Mais je vous recommanderais l'ascenseur. C'est plus rapide. Quelque chose dans la façon dont il le dit me donna envie de ne pas prendre l'ascenseur du tout. Je vais prendre les escaliers. Je suis resté assis dans une voiture toute la journée. Un peu d'exercice me fera du bien. L'expression du réceptionniste ne changea pas mais ses yeux vacillèrent. Juste un instant. Juste assez. Comme vous voulez, monsieur Webb, bon séjour. Je pris ma clé et mon sac et me dirigeai vers la cage d'escalier. Le hall s'étendait derrière moi, silencieux à l'exception du grincement du ventilateur. Je sentais les yeux du réceptionniste dans mon dos tout le long du trajet. Quand je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, il me regardait toujours. Son visage était parfaitement immobile. Ses yeux pâles parfaitement fixes. La cage d'escalier était étroite et mal éclairée. Les murs étaient en parpaing,
peint d'une nuance de jaune maladif qui s'était décolorée et écaillée au fil des décennies. Les marches étaient en métal, et elles résonnaient sous mes pieds tandis que je grimpais, chaque pas résonnant dans la cage vide. L'air était vicié et froid, avec une légère odeur de moisissure et de vieille fumée de cigarette. Le palier du 2e étage avait une porte avec une petite fenêtre. À travers la vitre, je pouvais voir un couloir s'étendre, faiblement éclairé par des néons vacillants. Les murs étaient bordés de portes, mais quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. L'espacement semblait décalé. Les numéros n'avaient pas de sens. Je continuais à monter. Le palier du 3e étage était identique au 2e. La même porte, la même fenêtre, les mêmes néons vacillants au-delà. Je poussais la porte et entrais dans le couloir. Il était long. Beaucoup plus long qu'il n'aurait dû l'être, vu la taille du bâtiment depuis l'extérieur. Le plafond était bas, les murs étaient proches, et la moquette arborait le même motif délavé que le hall, étiré dans un corridor qui semblait disparaître dans l'obscurité à ses 2 extrémités. Les lumières bourdonnaient et clignotaient au-dessus de ma tête, baignant tout dans une lueur jaune maladive qui faisait danser et bouger les ombres. Je commençais à marcher, cherchant ma chambre. Les numéros sur les portes étaient en laiton tout comme ma clé. 301, 302, 303. Je passais devant elles une par une, mais pas étouffée par la moquette ancienne. Le couloir était silencieux à l'exception du bourdonnement des lumières et du grondement lointain du tonnerre dehors. 304, 305, 306. Et puis je remarquais quelque chose d'étrange. Les numéros ne se suivaient pas. Après 310, je m'attendais à 311. Mais la porte suivante était la 312. Juste 312. Pas de 311 avant elle. Et en regardant derrière moi dans le couloir, je réalisais que je n'avais pas vu non plus la 313. Les portes passaient directement de 310 à 312, sans rien entre les deux. Le mur où la 311 aurait dû se trouver était vide. Nu. Comme si aucune porte n'y avait jamais existé. Je restais planté dans le couloir, fixant le mur vide, essayant de comprendre. Le bâtiment était vieux. Peut-être qu'il avait été rénové. Peut-être que les numéros avaient été changés. Peut-être qu'il y avait une explication parfaitement raisonnable à l'absence de 2 numéros de chambre dans la séquence. Mais je n'en trouvais aucune. Je déverrouillai la porte de la chambre 312 et entrai. La chambre était propre. Trop propre. Le lit était fait avec des draps blancs impeccables, les coins bordés avec une précision militaire. La moquette était aspirée, les lignes encore visibles dans le poêle. La salle de bain était impeccable, le miroir étincelant, les serviettes pliées en carré parfait. Il y avait un petit bureau près de la fenêtre, une chaise, une télévision sur une commode basse. Tout était à sa place. Tout était ordonné et net, mais l'air était anormal. Il était lourd, épais. Il pressait contre ma peau comme un linge humide et remplissait mes poumons d'un goût de vieille poussière et d'autres choses. Quelque chose de doux et de légèrement pourri, comme des fleurs laissées trop longtemps dans l'eau. La chambre sentait comme si personne n'y était entré depuis des années, mais elle était impeccable. Ça n'avait pas de sens. Je posai mon sac sur la chaise et m'assis au bord du lit. Le matelas était ferme, les ressorts grinçant légèrement sous mon poids. Je parcourus la pièce du regard, notant les détails. Le papier peint était un motif floral délavé jauni par l'âge. Les rideaux étaient lourds et sombres, bloquant la tempête dehors. La télévision sur la commode était un vieux modèle à tube cathodique, le genre avec un écran bombé et un magnétoscope intégré, obsolète depuis des décennies. L'horloge sur la table de chevet indiquait 23h47. J'étais épuisé. Mon corps me faisait mal, mes yeux brûlaient. Je ne voulais rien de plus que de m'effondrer dans ce lit et dormir jusqu'au lever du soleil. Mais quelque chose me tenait éveillé. Un sentiment que je ne pouvais pas chasser. L'impression que quelque chose dans cette chambre m'observait. Attendait, je me dis que j'étais ridicule. Ce n'était qu'une chambre d'hôtel. Une vieille chambre d'hôtel dans un vieil hôtel. Les numéros étranges sur les portes n'étaient qu'une bizarrerie de l'histoire du bâtiment. Le comportement bizarre du réceptionniste n'était que l'excentricité d'un vieil homme travaillant de nuit. Il n'y avait rien à craindre ici. Je me levai et vérifiai la porte. La serrure était solide. Le verrou s'enclencha avec un clic satisfaisant. Je vérifiai la fenêtre. Elle était scellée, la vieille peinture la maintenant fermement en place. Les rideaux étaient épais et lourds, bloquant la pluie et l'obscurité et tout ce qui pouvait se trouver dehors. J'étais en sécurité. J'étais à l'abri. J'étais seule, j'ai me déshabillé et me mis au lit.
Les draps étaient froids contre ma peau. L'oreiller était fin et grumeleux, mais j'étais trop fatiguée pour m'en soucier. Je fermais les yeux et laissais l'épuisement m'entraîner dans le sommeil. La télévision s'alluma à 3h12, j'ai me réveillé en sursaut, le cœur battant, le souffle bloqué dans la gorge. La pièce était sombre à l'exception de la lueur de l'écran de télévision. C'était une vieille télé, et l'image était floue et grise, remplie de parasites qui crépitaient et sifflaient comme une chose vivante. La lueur de l'écran emplissait la pièce d'ombres mouvantes, peignant les murs de nuances de gris et de blanc. Je m'assis dans le lit, fixant la télévision. Je ne l'avais pas allumée. Je n'avais pas touché la télécommande. Elle s'était allumée toute seule, à exactement 3h12, sans raison que je puisse comprendre. La neige tourbillonnait sur l'écran. Et puis, lentement, une image commença à se former. Elle était faible d'abord, juste des formes et des ombres émergeant du gris, mais tandis que je regardais, elle devint plus claire. C'était une pièce, une chambre d'hôtel, la même disposition que la mienne, le même lit, la même commode, la même télévision, mais quelque chose n'allait pas. L'image sur l'écran n'était pas un film ou une émission de télé, c'était un flux en direct, une caméra de sécurité, peut-être, ou autre chose. Et debout au milieu de la pièce, parfaitement immobile, face à la caméra, se tenait une silhouette, je ne pouvais pas distinguer les détails. L'image était trop granuleuse, la neige trop épaisse, mais j'en voyais assez. C'était une personne, grande et mince, vêtue de quelque chose de sombre, parfaitement immobile au centre de la pièce, son visage une tache pâle dans l'obscurité. J'attrapais la télécommande et appuyais sur le bouton d'alimentation. Rien ne se passa. J'appuyais encore. La télévision restait allumée, l'image vacillant et palpitant. La silhouette sur l'écran ne bougeait pas. Elle se tenait juste là, face à la caméra, face à moi, puis l'image changea. La silhouette était plus proche maintenant, beaucoup plus proche. Son visage emplissait l'écran, pâle et sans traits, juste une suggestion d'yeux et une bouche qui pouvaient être en train de sourire. La neige sifflait et crépitait, et à travers le bruit, je crus entendre quelque chose. Une voix, faible et lointaine, comme quelqu'un qui appelle de très loin. J'ai plongé à travers le lit et arraché le câble d'alimentation de la télévision du mur. L'écran s'éteignit, la pièce s'éteignit. Je restais assis là dans le noir, le cœur battant, la respiration en halètement saccadé. Le silence était absolu. Même la tempête dehors semblait s'être arrêtée. La pluie ne martelait plus la fenêtre. Le tonnerre ne grondait plus au loin. Le monde était devenu parfaitement, complètement silencieux. Je tendis la main vers le téléphone sur la table de chevet. J'avais besoin d'appeler la réception. J'avais besoin de dire à quelqu'un ce qui s'était passé. J'avais besoin d'entendre une autre voix humaine. Je décrochais le combiné et le pressais contre mon oreille. Rien. Pas de tonalité. Pas de friture. Juste un silence de mort. La ligne était morte. Je jetai le combiné sur son support et sortis du lit. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Tambouriner à la porte du réceptionniste. Exiger une autre chambre. Quitter l'hôtel complètement et tenter ma chance avec la tempête. N'importe quoi, plutôt que de rester dans cette chambre avec ce téléphone mort et cette télévision morte et cet air lourd et attentif. C'est alors que j'entendis les pas, ils venaient du couloir. Lents. Réguliers. Des pas qui résonnaient dans le corridor vide et filtraient à travers les murs fins de ma chambre. C'étaient les pas de quelqu'un qui n'était pas pressé. Quelqu'un qui savait exactement où il allait. Il se rapprochait, je restais figé au milieu de la chambre, écoutant. Les pas devinrent plus forts, plus proches, et puis ils s'arrêtèrent, juste devant ma porte. Le silence qui suivit était pire que les pas. Je fixais la porte, le cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Le verrou était toujours enclenché, la chaîne était toujours en place. J'étais en sécurité, j'étais à l'abri. Personne ne pouvait entrer. Mais quelqu'un était là dehors, debout dans le couloir, juste devant ma porte. Attendant, je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là. Cela sembla durer des heures. Le silence s'étirait encore et encore, brisé seulement par le bruit de ma propre respiration. Et puis, juste au moment où je commençais à me convaincre que j'avais imaginé tout cela, qu'il n'y avait personne là dehors, que les pas n'étaient qu'un rêve ou une hallucination ou un tour de la tempête, j'entendis autre chose. La poignée de porte bougea. C'était un petit bruit, un minuscule clic de métal sur métal. Mais dans le silence de cette chambre, il était assourdissant. La poignée tourna légèrement, juste de quelques degrés. Juste assez pour me dire que quelqu'un était là dehors. Quelqu'un qui essayait d'entrer. Je reculais loin de la porte. Mes jambes heurtèrent le bord du lit, et je m'assis lourdement, les yeux fixés sur la poignée de porte.
Elle avait cessé de bouger maintenant. Le couloir était de nouveau silencieux. Mais je savais, avec une certitude qui dépassait la logique, que celui qui était là dehors était toujours là, toujours attendant. Toujours observant, la poignée bougea de nouveau. Un autre petit clic, un autre minuscule mouvement, comme si quelqu'un la testait. Vérifiait si la porte était verrouillée, je ne bougeais pas, je ne respirais pas, je fixais juste la porte. Attendant ce qui allait se passer ensuite, des minutes passèrent. La poignée ne bougea plus. Le couloir resta silencieux. Finalement, j'entendis les pas reprendre. Lents et réguliers, ils s'éloignèrent de ma porte, descendant le couloir, s'estompant au loin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence. Je ne me rendormis pas cette nuit-là. Quand la première lumière grise de l'aube commença à filtrer à travers les rideaux, j'étais toujours assis au bord du lit, fixant toujours la porte. Mes yeux étaient secs et brûlants. Mon corps était raide et douloureux. Mais j'étais vivant. J'avais survécu à la nuit, je me levais et marchais jusqu'à la porte. Je pressais mon œil contre le Judas, ce petit cercle de verre qui permettait de voir qui était dans le couloir sans ouvrir la porte. Le couloir était vide. Mais tandis que je regardais, tandis que je fixais à travers cette minuscule lentille, quelque chose bougea. Quelque chose pressa contre l'autre côté du Judas. Quelque chose de pâle. Quelque chose qui emplit tout le cercle de verre d'un seul œil fixe. Je reculais en trébuchant, un cri bloqué dans ma gorge. L'œil avait disparu maintenant. Le Judas était clair. Le couloir était vide. Mais je l'avais vu. Je savais que je l'avais vu. Quelqu'un était là dehors. Quelqu'un m'observait. J'attrapais mon sac et mes clés. Je ne pris pas la peine de me changer. J'avais juste besoin de sortir. Sortir de cette chambre. Sortir de cet hôtel. Reprendre la route et rouler jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel et que le cauchemar de cet endroit ne soit plus qu'un souvenir. Mais alors que je tendais la main vers la porte, quelque chose m'arrêta. Le tiroir de la table de chevet était ouvert. Juste un entrebâillement. Je ne l'avais pas ouvert. Je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à maintenant. Mais il était ouvert, et à l'intérieur, je pouvais voir quelque chose. Quelque chose de vieux et de jauni. Quelque chose qui n'était pas à sa place. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû franchir cette porte et ne jamais regarder en arrière. Mais la curiosité est un piège, et je suis tombée dedans. J'ouvris le tiroir en grand. À l'intérieur se trouvait un livre d'or, le genre de registre que les vieux hôtels tenaient avant que les ordinateurs ne prennent le relais. Relié en cuir, usé au coin. Les pages étaient jaunes et cassantes, et elles étaient remplies d'écritures manuscrites. Des douzaines d'entrées, peut-être des centaines, toutes écrites de différentes mains, différentes encres, différentes époques. Mais elles avaient toutes une chose en commun, chaque entrée était pour la chambre 312. Chaque date était la même, 17 octobre, et chaque nom était écrit d'une main qui commençait ferme et confiante et dégénérait graduellement en quelque chose de tremblant et désespéré. Je feuilletais les pages. Les noms se confondaient. Certains étaient des hommes, certaines étaient des femmes. Certains étaient écrits si faiblement que je pouvais à peine les lire. Certains étaient grattés dans le papier avec une telle force que le stylo avait déchiré jusqu'à l'autre côté, puis j'atteignis la dernière page. Il n'y avait qu'une seule entrée dessus. 2 mots, écrits d'une main tremblante et désespérée que je reconnus immédiatement. C'était mon écriture Marcus Webb. Je lâchai le livre. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais pas écrit cela. Je n'avais jamais vu ce livre auparavant. Je n'étais jamais venu dans cet hôtel auparavant. Mais il était là, mon nom, dans mon écriture. Dans un livre qui était dans un tiroir de cette chambre depuis Dieu sait combien de temps. Je reculai loin de la table de chevet. J'avais besoin de partir, maintenant. Tout de suite, mais la chambre n'en avait pas fini avec moi. Les lumières vacillèrent. 1 fois, 2 fois. Puis elles s'éteignirent complètement, plongeant la pièce dans l'obscurité. La seule lumière venait de la fenêtre, une pâle lueur grise filtrée par les lourds rideaux, et dans cette faible lumière, je vis la porte de la salle de bain s'ouvrir lentement. Je n'y avais pas touché, je n'en avais même pas été proche. Mais elle s'ouvrait, les vieux gonds grinçant doucement, révélant l'obscurité au-delà. Je fixais l'embrasure ouverte. La salle de bain était sombre mais je pouvais voir le miroir au-dessus du lavabo. Il reflétait la pièce. Me reflétait. Je me tenais près du lit, le visage pâle et terrifié, les mains crispées le long du corps, mais le reflet n'était pas normal. Dans le miroir, je n'étais pas seule. Il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette, grande et mince, vêtue de quelque chose de sombre. Son visage était une tache pâle, tout comme la silhouette sur l'écran de télévision.
Elle se tenait juste derrière moi, si proche qu'elle aurait dû me toucher. Je me retournai brusquement. Rien. La pièce était vide. Je me retournai vers le miroir. La silhouette était toujours là, plus proche maintenant. Son visage était plus clair. Je pouvais voir la suggestion de traits. Une bouche incurvée en quelque chose qui pouvait être un sourire. Puis le reflet bougea. Je ne bougeais pas. J'étais figé sur place, les mains le long du corps, le visage un masque de terreur. Mais dans le miroir, mon reflet bougeait. Il souriait. Un sourire lent et large qui s'étirait sur son visage comme une blessure qui s'ouvre. Je reculai loin du miroir. Mon reflet ne recula pas. Il resta où il était, me souriant, ses yeux sombres et creux et pleins de quelque chose qui pouvait être de la faim. Je courus. J'attrapai mon sac et mes clés, et je courus hors de la chambre. Je ne regardais pas en arrière. Je ne vérifiais pas le couloir pour voir qui s'était tenu devant ma porte. Je courus simplement, la cage d'escalier était sombre. Les lumières étaient éteintes ici aussi. Je dévalai les marches métalliques, mes pas résonnant dans la cage, ma respiration en halètement saccadé. Le palier du 2e étage. Le palier du 1er étage. La porte du hall, j'ai fait irruption dans le hall, m'attendant à trouver le réceptionniste. M'attendant à exiger des réponses. M'attendant à hurler sur quelqu'un jusqu'à ce qu'on me dise ce qui se passait. Le hall était vide, la réception était déserte. L'ordinateur était éteint. Le ventilateur de plafond était immobile. Le seul bruit était le faible bourdonnement des néons et le grondement lointain du tonnerre. « Bonjour » appelai-je. « Il y a quelqu'un » Silence. Point. Je marchais vers la réception. Le registre était ouvert sur le comptoir, ses pages jaunes et cassantes. Je jetai un coup d'œil, sans savoir ce que je cherchais, et puis je vis mon nom. Il était en bas de la page, écrit d'une main nette et précise, qui ne correspondait à aucune des entrées du livre d'or à l'étage. À côté de mon nom se trouvait la date, 17 octobre. Et à côté de la date, dans la colonne intitulée Statute, 2 mots checked out. Je fixais les mots, ils n'avaient aucun sens. Je n'avais pas checké out. Je me tenais juste là. Je n'avais pas encore quitté l'hôtel, et puis je regardais de nouveau la date. Pas la date d'aujourd'hui, pas cette année. L'année à côté de mon nom remontait à 10 ans. Je reculais en titubant loin du comptoir, l'esprit chancelant. Ce n'était pas possible. Rien de tout cela n'était possible. Le livre d'or dans ma chambre, la silhouette dans le miroir, la télévision qui s'allumait à 3h12, les pas dans le couloir, l'œil Judas. Rien de tout cela n'est l'œil au Judas. Rien de tout cela n'était réel. Mais mon nom était dans le registre. Mais mon nom était dans le registre. Mon écriture était dans le livre d'or. Et la date à côté de mon nom remontait à 10 ans. J'entendis un bruit derrière moi. Un pas doux, le grincement d'une lame de parquet. Je me retournai, le hall était vide. Mais les portes de l'ascenseur étaient ouvertes. Elles n'étaient pas ouvertes avant. J'en étais sûre. Elles étaient fermées quand j'étais entrée. Mais maintenant, elles étaient ouvertes. Et la cabine d'ascenseur à l'intérieur était sombre. Et debout dans l'obscurité, à peine visible dans la faible lumière du hall, se tenait une silhouette, grande et mince, vêtue de quelque chose de sombre. Son visage était une tache pâle dans les ombres. Sa bouche souriait. Je courus. Je courus hors du hall, franchis les portes d'entrée, me précipitai sur le parking. La tempête était passée, le soleil se levait, peignant le ciel de nuances de gris et d'or. Ma voiture était toujours là, garée là où je l'avais laissée. Je cherchais mes clés à tâtons, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine ouvrir la portière. Je ne regardais pas en arrière vers l'hôtel. Je ne voulais pas voir ce qui pouvait se tenir dans l'embrasure de la porte, me regardant partir. Je démarrai le moteur et partis. Je roulais pendant des heures. Je ne m'arrêtais pas. Je ne ralentis pas. Je roulais jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel et que l'hôtel soit à des kilomètres derrière moi, mais la sensation d'être observé ne disparut jamais. Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je m'attendais à voir quelque chose. Une silhouette sur le siège arrière, un visage pâle pressé contre la vitre, un sourire trop large et trop entendu, il n'y avait rien. Juste l'autoroute vide s'étirant derrière moi, mais je savais, avec une certitude qui dépassait la logique, que je ne m'étais pas échappé. Quelque chose m'avait suivi, hors de cet hôtel. Quelque chose s'était glissé dans ma voiture, dans ma tête, dans ma vie. Quelque chose était toujours en train d'observer, toujours en train d'attendre, toujours en train de sourire. Je m'enregistrais dans un autre hôtel cette nuit-là. Un hôtel différent. Un hôtel moderne, avec des lumières vives et un personnel souriant, et des cartes magnétiques au lieu de clés en laiton. Je pensais que cela ferait une différence. Je pensais que la nouveauté et la luminosité tiendraient l'obscurité à distance. À 3h12, la télévision de ma chambre s'alluma toute seule.
L'écran était rempli de neige. Et à travers la neige, faible et lointaine, j'entendis une voix. Bon retour, monsieur Webb, la chambre 312 est toujours prête pour vous. Je ne séjourne plus dans les hôtels. Je ne conduis plus la nuit. Je ne vais nulle part qui pourrait nécessiter de passer une nuit loin de chez moi. Mais cela n'a pas d'importance. Où que j'aille, quoi que je fasse, à exactement 3h12, quelque chose me trouve, une télévision qui n'était pas branchée s'allume. Un miroir montre un reflet qui n'est pas tout à fait juste. Une poignée de porte tourne, quand il n'y a personne. Un téléphone sonne, et quand je réponds, il n'y a que de la friture, et sous la friture, une voix qui ressemble à la mienne. Tu n'as jamais vraiment checké out. Alors si jamais, vous vous trouvez sur une autoroute sombre tard la nuit, et que vous voyez une enseigne pour un motel que vous ne vous souvenez pas d'avoir jamais vu auparavant, continuez de rouler. Ne vous arrêtez pas, ne vous enregistrez pas, et quoi que vous fassiez, ne prenez pas la chambre 312. Parce qu'une fois que vous vous enregistrez dans la chambre 312, vous ne checkez jamais vraiment out. L'hôtel est toujours là. Il est toujours là. Sur un tronçon tranquille d'autoroute qui n'apparaît sur aucune carte. L'enseigne clignote toujours dans l'obscurité. Le hall est toujours faiblement éclairé et silencieux. Le réceptionniste attend toujours derrière le comptoir, ses yeux pâles fixant la porte. Et la chambre 312 attend toujours aussi. Le lit est toujours fait. La télévision est toujours éteinte. Le livre d'or est toujours dans le tiroir, ses pages attendant le prochain nom, votre nom, parce que tôt ou tard, tout le monde s'enregistre dans la chambre 312. Tout le monde signe le livre d'or. Tout le monde voit la silhouette dans le miroir et entend les pas dans le couloir, et regarde la poignée de porte tourner à exactement 3h12, et tout le monde check out. Finalement, mais pas de la manière qu'ils attendaient, le registre continue de s'épaissir. Les noms continuent de s'ajouter. Des hommes, des femmes, jeunes, vieux. Tous se sont enregistrés dans la chambre 312. Tous ont vu les mêmes choses. Tous ont couru. Et tous finalement ont retrouvé leur chemin. Parce qu'on ne peut pas distancer une chambre qui existe hors du temps. On ne peut pas échapper à un hôtel qui ne suit pas les règles de la réalité. Et on ne peut pas checker out d'une chambre qui ne vous laisse jamais partir. Le Palms Motel accepte toujours de nouveaux clients. Le réceptionniste est toujours au bureau. La clé de la chambre 312 attend toujours. Et si vous écoutez attentivement, tard la nuit, quand le monde est calme et que l'obscurité presse, vous pourriez entendre quelque chose. Un son faible, un doux murmure, une voix qui ressemble à la vôtre. Bon retour. La chambre 312 vous attendait. Alors dormez bien dans votre prochain hôtel. Ou mieux encore, ne dormez pas du tout. Parce qu'on ne sait jamais quand 3h12 reviendra, et que la télévision s'allumera, et que la porte de la salle de bain s'ouvrira, et que le miroir vous montrera quelque chose que vous ne voulez pas voir, votre propre visage. Souriant. Avec des yeux qui ne sont pas les vôtres. Check-in. Check-out. Les mots perdent leur sens après un moment. La seule chose qui compte, c'est la chambre. La chambre qui attend. La chambre qui se souvient. La chambre qui ne lâche jamais, jamais prise. Chambre 300. C'est toujours la chambre 312 et elle attend toujours, vous.